Alors, bonjour à toi et bienvenue sur l'Odyssée intérieure, le podcast qui te fait vibrer de l'intérieur. Et aujourd'hui, pour cet épisode 22, on va parler des peurs. Ah oui, ces peurs. Tu sais, ces trucs-là qui te bloquent pour passer à l'action. Et aujourd'hui, je reçois Magali Volpez Bauyo, si je le prononce bien, Bauyo, Oui, pardon. Magali Volpes Bahuot. C'est Bauyo, ça. voilà. Qui va m'accompagner sur cette réflexion sur les peurs. Mais avant Magali, je vais te laisser te présenter comme tu l'entends. À toi. Ben, merci beaucoup, Patrice, déjà de m'inviter sur ton podcast. Je suis heureuse d'entendre que c'est le numéro 22, puisque moi, je fais de la numérologie à 22 nombres. Donc, forcément, le 22, ben, ça, c'est un nombre particulier, puisque c'est le nombre d'une quête, qui est justement la quête qu'on pourrait apparenter au chemin, finalement, de se libérer de ses peurs, puisque c'est oser avancer, oser grandir, finalement, ce nombre 22. Et forcément, ça demande toujours de dépasser les peurs sur le chemin. Donc, c'est parfait que ce soit le 22. Et puis moi, donc effectivement, tu l'as dit, je m'appelle Magali Volpes Bahuot et je suis thérapeute et formatrice en magnétisme humaniste et en numérologie à 22 nombres. Et heureuse bien, que tu m'invites sur ce sujet des peurs parce que c'est vraiment un point central en fait qui nous empêche d'être dans la quête d'évolution à laquelle ben, j'aspire d'aider les personnes qui viennent à moi. Ok, super. Bah écoute, je suis ravi aussi de savoir que je suis né un jour de quête. Tu vois, moi, je suis né le Ah, 22 mai. ah ben voilà, parfait. Et du coup, tu vois, je te demande de te présenter, puis moi, j'en oublie de me présenter. Donc, moi, je suis Patrice Renez et je suis coach éveilleur d'enfants intérieurs et j'interviens justement auprès des personnes qui n'arrivent pas à prendre la parole avec les autres, qui n'arrivent pas à s'intégrer aux autres, qui sont pétris dans diverses peurs, entre autres du regard des autres, justement à aller s'exprimer, à aller reprendre leur confiance en eux pour devenir peut-être, qui sait, des maîtres de la parole. Donc, Hmm. euh, justement, pour démarrer ce podcast, toi, les peurs, ça te parle, ça te dit quoi, en fait? Ça m'évoque quoi? Ben, en fait, pour moi, si je devais résumer très simplement le problème des peurs, c'est qu'elles proviennent d'une méconnaissance de ce qui est réel. Et donc, elles nous amènent dans autre chose que le réel. Et alors, autre chose que le réel, ça peut être tout un tas de trucs, mais voilà, des projections, des appréhensions, etc. Et dépasser ces peurs, en fait, c'est petit à petit aller vers une plus grande conscience de ce qui est réel. Et le plus important, c'est ce qui est réel en nous. Et donc, de ne pas s'identifier à des choses ou une image qu'on a de nous qui n'est finalement pas la réalité. Et puis après, on pourra peut-être voir pourquoi on en arrive à avoir une image déformée de qui nous sommes. Et ça, c'est très important pour moi, puisque moi, mon but hein, en tant que thérapeute et formatrice, c'est vraiment d'aider les personnes à prendre conscience de leur potentiel. Donc moi, je vais y mettre le mot divin. Mais c'est en dehors de toute croyance ou dogmatisme, en fait. C'est vraiment dans l'idée d'être branché à son potentiel, à sa réalité la plus haute au niveau de la conscience. Mais on pourrait très bien l'aborder de manière agnostique. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, bah, prendre conscience de son potentiel, c'est la première étape. Et puis évidemment, la deuxième étape, c'est l'utiliser, le réaliser, comme tu dis très bien, passer à l'action. Et c'est là où justement la peur peut intervenir et bloquer ou l'accès au potentiel ou bloquer le passage à l'action. En fait, ça intervient dans les deux cas. Ouais. Très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, effectivement, je dirais, le cerveau, le problème du cerveau, enfin, si je veux dire que c'est un problème, c'est que lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est dans la matière, dans le concret, dans l'instant présent, là, genre, tu risques de te faire écraser par une voiture ou te faire manger par un tigre ou un dinosaure, ça c'est un peu plus rare, mais et tout ce que tu t'imagines dans la tête. Et moi qui étais longtemps dans cette peur du regard des autres, je passais mon temps à faire des suppositions, comme tu me disais justement, des suppositions à qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je dis ça, comment ils vont réagir? Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire que. Et là, tu perds dans un cercle vicieux, je dirais un peu d'autodestruction, parce que, ou d'autodestruction de ton estime de soi,
de ta confiance en toi et tout ce truc-là, bah, ça te descend. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, bon, bah, je reste chez moi. Mm. Je dis rien, ou voilà. Ouais, Et donc, je ne passe plus à l'action. exactement. Et c'est super parce que là, en fait, ce que tu mets en évidence, c'est la différence entre une peur authentique et une peur parasite. Une peur authentique, bah, heureusement qu'elles sont là, puisque la peur, sa fonction, c'est de nous préparer, en fait, de nous mobiliser intérieurement face à un inconnu. Et dans cet inconnu, bah, il y a le danger. Et donc, effectivement, si un tigre nous fonce dessus, c'est plutôt chouette d'avoir peur, parce que si je suis en mode impassible, tout va bien, pas de problème, je risque quand même de me faire bouffer. Donc, une peur authentique, normale, c'est effectivement, il y a un inconnu et hop, la peur est stimulée. Mais en fait, une peur authentique, elle ne va pas durer longtemps, puisque l'idée, c'est de stimuler justement pour ensuite bah, passer à l'action. C'est-à-dire là, dans le cadre du tigre, ben, c'est sûrement courir, ou peut-être que je peux me cacher quelque part ou monter dans un arbre. Enfin bref, je vais rapidement stimuler. Mon cerveau va être stimulé pour savoir quelle est l'action à entreprendre. Donc une peur authentique, elle ne nous empêche pas de passer à l'action, au contraire, elle nous stimule dans le passage à l'action, même si c'est l'action, c'est une non-action, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui nous mettrait en danger. Alors qu'une peur parasite, c'est exactement ce que tu dis, ça va se passer dans la tête, c'est tout ce qu'on va se raconter à l'intérieur de nous qui crée finalement de toute pièce cette peur. Mais bien évidemment, on ne la crée pas pour se faire plaisir, hein. Personne n'est maso, personne n'a envie de se créer volontairement des peurs. Tout ça, ça vient bien évidemment de ce qu'on a vécu par le passé et je me doute bien que tu en as conscience puisque tu es libérateur d'enfants intérieurs. Donc, j'imagine que tu es là pour libérer justement la puissance dans l'enfant qui a été ben, voilà, comprimée Exactement. par justement les traumatismes qui se sont passés et qui font que du coup, on reste sur des vieilles peurs, quoi. Ouais. Et merci pour ça. Et j'aime bien ta notion de peur authentique et peur parasite. Je trouve ça vraiment parce que quand on dit une vraie peur, mais en fait pour lui le cerveau tout est vraie peur. Alors que la peur authentique et la peur parasite, j'aime bien cette vision-là. Merci pour ça. Oui, Et je crois que je l'avais découverte dans les ouvrages d'Isabelle Filiosa, pour ceux que ça d'accord. intéresse, cette notion elle aborde beaucoup ce qu'elle appelle l'ABCD des émotions. Où justement elle permet bah, de distinguer un petit peu les différentes émotions et de voir justement quand est-ce qu'elle est authentique et parasite. Et si je peux aller un petit peu plus loin par rapport à ça très rapidement, ce qui va nous permettre de voir que c'est une peur parasite, c'est quand il n'y a pas de sens. On le sait bien en fait qu'il y a pas, on ne peut pas se leurrer à ce point-là. Donc on sait que c'est pas cohérent, donc c'est inapproprié dans les termes d'Isabelle Filiosa, ou c'est disproportionné. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois parler à quelqu'un d'inconnu, ça peut être un peu normal d'avoir une peur, parce que bah, c'est l'inconnu. Mais si tu as des sueurs froides, que vraiment tu te sens complètement immergé dans la peur et que du coup même ça t'empêche de prendre la parole avec cette personne, là c'est disproportionné et donc ça montre que c'est une peur parasite. Ouais. Et ça, c'est Et, hyper important parce que ça va déterminer qu'est-ce que je fais avec cette peur. Si elle est authentique, faut juste la laisser passer. Alors que si elle est parasite, faut tout faire pour ne justement pas l'alimenter. Donc, exactement. c'est hyper important d'avoir cette Et vision-là. c'est là que le défi se joue. Et j'aime bien aussi la vision qu'un coach m'avait partagée. C'est le fait que quand tu as trop peur justement d'aller vers les autres, de parler, du regard des autres, de la critique, du jugement. En fait, il me dit c'est que inconsciemment, tu t'aimes trop. Tu fais trop Mhm. attention à toi. Alors, quand tu veux, euh, quand tu veux, et c'est ce que m'avait dit un conférencier m'a dit, quand tu veux prendre la parole, une astuce qu'on m'a racontée, c'est que t'imagines que tout ton auditoire là, ils sont tous sur les toilettes. Et tu vas voir, tu vas plus voir les spectateurs d'une même façon. Et c'est vrai que tu t'aperçois que euh, quand tu fais plus attention à toi que à ce que tu veux faire, eh ben, tu t'attires justement, tu t'auto-alimentes toutes ces peurs, tout, tous ceux Mhm. que tu imagines que c'est un danger. Alors qu'en Mhm. fait, si tu dis, bah non, moi je veux juste demander mon chemin, parce que moi-même, demander mon chemin, c'était compliqué à une époque dans la rue, c'est poser une question, c'est partager quelque chose, c'est contribuer à autre chose. Et si tu fais plus attention au message que tu veux transmettre, que à la façon
dont tu penses que tu es perçu dans ce message-là, ben ouais, là, tu mets ton focus au mauvais endroit, en fait. Ouais. Après, je ferais peut-être juste une petite distinction par rapport à l'amour, hein. Tu disais finalement je m'aime trop. Ouais, Moi, je ferais une c'était une distinction parenthèse quand même. entre l'attachement et l'amour. D'ailleurs, souvent, même dans les couples, hein, on va confondre l'attachement avec l'amour. On va rester avec la personne parce que c'est confortable. Mais ça s'appelle de l'attachement, c'est pas de l'amour. Et donc, justement, l'idée, c'est bien de développer l'amour de soi. Mhm. Et en développant l'amour de soi, ben justement, on va pas se couper de ce qui nous fait du bien. Et si justement je suis perdue dans la rue, je m'aime, donc je me prends en considération, donc je fais l'effort de demander, même s'il y a une petite peur. Alors qu'effectivement, là, il s'agit, dans l'exemple que tu donnes, de l'attachement à l'image de moi, ce qui est complètement différent aussi, qui je suis et qui j'ai envie d'être, dans le sens de quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres pour me faire, pour justement m'aider à m'aimer, tu vois? Mhm. Donc je pense que c'est tout à fait normal dans le développement d'être un peu attaché à l'image de nous, il n'y a aucun problème avec ça. On l'est tous un Euh, peu, de toute façon, hein. oui, c'est ça. Puis c'est le côté narcissique positif de la chose, c'est qu'à un moment donné, il faut que je développe ouais, une manière de me montrer, une manière d'être qui me fait me sentir en sécurité. Mais évidemment, cet attachement-là, après sur le chemin, ben, si on est trop attaché, comme tu dis, ben, on peut s'empêcher de faire plein de choses et là, c'est là où ça commence à vriller, quoi. Exactement, ouais. Et c'est justement cette histoire d'attachement qui est important parce que finalement, c'est souvent entre l'image que tu penses avoir et celle que tu voudrais avoir, bah plus la distance est longue, plus ça va être compliqué. Et c'est comme les histoires de rêves ou etc. Bah souvent tu dis ouais moi je voudrais être millionnaire, avoir ça. Mais si aujourd'hui tu as que 2 euros en poche, ça va être compliqué. Il y a peut-être Mm. des rêves intermédiaires à avoir et c'est pareil pour cette gestion des peurs. En fait, c'est moi qu'est-ce que j'ai fait? Euh, un coach m'avait vraiment aidé là-dessus. Euh, il m'avait dit, bah, dans la rue, commence par regarder les gens dans les yeux quand tu les croises, juste quelques secondes. Mm. Quand tu es timide, bah, tu as tendance à marcher un peu comme ça et donc, mais déjà rien que ça, Mm. il m'a fallu quelques personnes qui passent pour oser relever la tête et regarder quelques secondes. Et après, il m'avait dit, après tu souris. Puis la fois d'après, éventuellement tu dis bonjour, même si tu croises comme ça. Et puis après, bah, tu demandes quelque chose. Tu demandes ton chemin, ou tu entames une discussion sur ce que la personne est en train de faire ou ce qu'elle porte. Et tous ces exercices-là, justement, m'ont appris moi, justement, à réduire cet écart de ah ben oui, finalement, je suis comme je suis. J'ai pas besoin d'en rajouter. Peut-être que je peux travailler un peu ma posture, peut-être de parler plus clairement, en étant peut-être un peu moins stressé. Voilà. Mais c'est de travailler, je dirais, un peu au jour le jour pour réduire cet écart et le fait que, de facto, aujourd'hui, parler à des inconnus, ouais, c'est super facile. Oui, des fois ça peut être compliqué parce que tu es fatigué ou tu te laisses envahir par tes anciennes peurs et ça revient. Mais une Mm. fois que tu es équipé et que tu sais comment faire, bah, tu dis, hey, Mm. calme-toi, reviens me voir plus tard, j'en ai pas besoin de toi pour l'instant. Mm. Oui. Et ça m'évoque vraiment en fait les deux chemins qui me semblent nécessaires d'emprunter en fait pour dépasser ces peurs. C'est ce qu'on peut appeler le coaching ou l'auto-coaching et la thérapie. Et pour moi, c'est des choses qui sont bien à marier pour justement arriver à un moment donné où vraiment la peur sera complètement dépassée. La thérapie, ça permet vraiment d'aller régler la cause. Vraiment, d'où ça vient, par exemple, cette peur de parler à quelqu'un. Il y a forcément à un moment donné un lien enfant avec sûrement une figure parentale dans lequel il y a eu une peur extrême en fait d'être en lien, où la personne n'a pas été aidée et guidée à créer des connexions sécures avec les autres. Donc ça, c'est vraiment le champ de la thérapie, c'est-à-dire aller rencontrer l'enfant, se rendre compte de ce qu'il a vécu et lui ramener de la sécurité au travers un lien humain avec le thérapeute justement qui le sécurise. Et ça, à force d'aller l'expérimenter, à force d'aller guérir ça, ben, il y a un espace vraiment d'ouverture jusqu'à ce que on peut imaginer, après ça dépend de la profondeur du traumatisme, enfin du vécu de la personne, libérer complètement la peur. Donc ça, c'est plus un travail d'introspection en thérapie. Et puis il y a ce que tu dis qui est plus du
coaching, et qui peut aussi se faire en auto-coaching, qui est les petites actions, en fait, Mmh. concrètement dans la vie courante qui me permettent de me confronter à la peur, comme tu dis avec la technique des petits pas, heu, qui permet de mettre en conscience et qui font sortir cette idée que c'est impossible pour finalement se rendre compte que les choses peuvent être rendues possibles. Et dans les 2 cas, en tout cas, la première étape, c'est, accueillir la peur, en fait, s'en rendre compte. Parce que Mmh. ça, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, là, on parle des peurs comme si, tout le monde était conscient de ses peurs, mais en fait, c'est déjà une étape de franchie quand on a conscience de nos peurs. Parfois, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à faire des choses parce qu'on a peur, mais on ne sait pas qu'on a peur. Et alors Exactement. là, c'est la entre guillemets, «c'est la catastrophe» parce qu'on peut pas avancer tant qu'on n'a pas connaissance de notre peur. On ne sait pas ce Quand qu'on déjà on on ne sait dit: «Ah, j'ai peur de faire ça parce que» enfin, je veux dire: «Je ne fais pas ça, pardon, parce que j'ai peur de ça», déjà bravo. Parce que c'est une super étape, on peut se féliciter de ça et on peut éventuellement aller un peu plus en profondeur pour comprendre, voilà et cetera et ça nous donne tout de suite des indications sur qu'est-ce que je peux faire après, quoi. Ouais, et moi j'aime bien travailler justement ça un peu en intermédiaire, c'est-à-dire que à chaque fois que tu es déclenché, donc là de façon générale sur une émotion, bon on va rester sur la peur, euh, c'est que il y a effectivement, comme tu le dis si bien, il y a un lien avec ton histoire. C'est vrai que c'est souvent entre 0 et 7 ans, parce que c'est là où l'enfant a un peu un cerveau en éponge, où il apprend tout, il n'a pas de référentiel et donc il apprend. Et après, justement, c'est d'aller voir justement quelles sont les émotions que te font revivre quand tu repenses à cette situation-là, pour aller, je dirais, dans un certain sens, enlever la partie émotionnelle de ton histoire, parce que l'histoire elle est là, elle existe, tu peux pas l'enlever, mais tu peux réduire, tu peux travailler justement à alléger cette part émotionnelle qui va faire que, ah bah oui, on me disait que j'étais timide, ou on s'est moqué de moi, mais c'est de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui je suis encore affecté par ça? Pour mon histoire à moi? Non. Parce que j'ai fait ce travail d'aller dire bah ok c'est mon histoire, on va voir comment on peut reprendre ces émotions-là et les remplacer par quelque chose de plus positif dans ma vie d'aujourd'hui en fait. Et c'est Mmh. tout ce chemin-là qui est vraiment intéressant parce que c'est là aussi que l'enfant intérieur justement va jouer. Je parle pour Mmh. moi, c'est Mmh. parce que dans notre monde on veut pas l'enfant. On veut tout de suite grandir, on veut être adulte, mais on pense que être adulte, ça veut dire qu'on oublie notre part enfantine. Et cet enfant, en général, il n'a pas de peur. Ou du moins, il n'a pas les mêmes peurs. Il n'a pas le même niveau de peur. Puisque moi, j'adore, c'est quand tu as des enfants qui jouent dans un bac à sable, ils sont capables de passer dans toutes les émotions inimaginables en quelques instants de jeu. Et les peurs, ils les ont pas, ou ils les ont, je dirais, de façon rapide. À part, bah, il peut toujours y arriver, pareil déjà, une mémoire sur quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tôt. Et le fait de faire ressortir cet enfant intérieur, justement, aide, dans mon sens, à alléger les peurs, en fait, à revenir un peu sur cette insouciance et de fait, justement, d'aller comme tu dis, prendre conscience de ce qui est ou de ce qui n'est pas, justement. Mmh. Oui, alors ça me fait penser à plein de choses que tu Je t'en évoques. prie, D'abord sur le développement de l'enfant et puis après effectivement comment on peut le traiter et moi j'aimerais bien te partager comment du coup je le traite. avec plaisir. Hem, effectivement, l'idée, je sais pas comment dire, notre part ce que tu évoques en fait c'est l'enfant dans les bases de l'analyse transactionnelle, c'est, l'enfant libre. C'est-à-dire l'enfant qui n'a effectivement pas vécu de blessure, qui est, complètement connecté à ses émotions, à ses instincts, on pourrait même dire à son intuition et à son ressenti et ça effectivement tant que l'enfant, on va dire, n'a pas été, heu, touché, on va dire, par des traumas ou, trop éduqué, je dirais après trop éduqué, l'enfant reste connecté à ça et ça effectivement, c'est une part en nous qui, peut rester toujours présente, dans le sens où elle nous connecte à notre élan de vie.
Après, là où je mettrai un point de vigilance par rapport à euh, quel type d'enfant on cherche, c'est que la majorité de là d'où viennent nos problématiques, c'est de l'enfant adapté, Mm. soumis ou rebelle, qui provient donc de l'éducation. Donc il y a le côté positif, c'est-à-dire que de se soumettre à l'éducation, ça nous permet aussi d'intégrer les cadres, les règles dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important parce que si on n'était que des enfants libres, on ferait tout ce qu'on veut, puis on s'en foutrait complètement des autres parce que c'est aussi très égocentrique, l'enfant, et c'est normal Oui, à cette étape de développement. Mais c'est à cet endroit-là que peut se cristalliser des traumas dans lesquels il y a des peurs. Après ces peurs-là, alors moi tu parles de 0 7 ans, mais concrètement pour moi c'est de 0 jour fœtus oui, à en fait jusqu'à hier. Puisque même tout à si fait. effectivement Mais si je dis, moi je adulte, disais, pardon, je t'interromps, c'est juste que dans la globalité, souvent, hmm, à partir de la naissance, c'est entre 0 et 7 ans. Mais c'est vrai qu'on a remarqué que ça va même à partir de la conception dans le ventre de la maman, en fait. exactement. Et moi ce que j'observe, c'est que plus c'est tôt, plus c'est enraciné profondément et plus c'est complexe. Parce qu'en plus, il peut s'empiler après des traumas, on va dire, de même nature qui font que c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est petit à petit d'effeuiller Et petit à voilà, petit les différents traumas exactement. pour retrouver la racine. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans le magnétisme humaniste, c'est qu'on va utiliser, du coup, et on va, comment dire, libérer la charge émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure directement dans les corps énergétiques. Euh, En fait, quand on vit un trauma, tout notre corps qui pense et qui ressent va enregistrer l'information. Donc, imagine que tout petit, tu as vécu un trauma de quelqu'un qui t'a, je sais pas comment dire, grondé, par exemple, très très fort et ça a été très dur pour toi. Eh bien, ton nez va l'enregistrer, ton épaule va l'enregistrer, voilà, toutes les zones de ton corps. Et avec ma grille de lecture, tous nos organes existent dans 9 corps énergétiques. Donc, t'imagines la somme d'informations qu'on peut enregistrer sur un événement. Et évidemment, quand on fait un travail psycho connecté au corps, parce que beaucoup, enfin trop de psycho mental, malheureusement, ça ne fait que comprendre et ça a beaucoup plus de mal à libérer les charges énergétiques. Mais quand on commence à faire un travail psycho et émotionnel corporel, donc là, on est déjà beaucoup plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça peut avoir fonction sans qu'on en ait conscience de justement lever ces mémoires-là. Mais nous, on va le faire vraiment, on va dire, en conscience. C'est-à-dire que quand la personne va nous évoquer sa problématique, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui vient nous voir en disant j'ai peur du regard des autres, j'arrive pas à aller dans la rue. OK. On va regarder dans la structure énergétique de la personne quelle est la zone à traiter dans l'ici et maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une, hein. Il peut peut-être y en avoir 10, 15 avant d'arriver à la fin du problème. Mais nous, en traitant une avec la personne ce jour-là, peut-être que derrière, même par elle-même, les 10 autres vont se déconnecter. On vient vraiment enlever le premier bloc qui est hyper important. Et ça, du coup, ça nous permet d'être dans une rencontre avec l'enfant, puisqu'imaginons c'est dans le foie au quatrième corps. Je vais poser ma conscience sur le foie au quatrième corps. Je vais dire à la personne ce que je ressens, ce qu'elle a. Peut-être je vais contacter ce qu'elle a vécu, et toujours de manière subjective, hein, bien sûr, c'est ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et quand la personne va vraiment connecter consciemment avec ce qui s'est passé, qu'elle commence à faire un autre choix, eh bien, l'organe se libère de sa charge et se remet à sa place. C'est ça qui est magnifique. C'est le processus d'auto-guérison du corps qui a juste besoin d'être accompagné par la conscience. Donc voilà ce que je voulais préciser par rapport à ce que tu disais, qui était de comment on peut, et évidemment, il y a mille et un chemins, j'imagine que toi, tu as un autre chemin, mais c'était, voilà, j'avais envie de te Ah oui, transmettre merci pour quel ton était le chemin. partage. Mm. Et c'est vrai que je te rejoins dans le sens où il y a effectivement beaucoup de techniques qui sont que mentales. Et moi, de plus en plus, je vais vers l'ensemble. Alors, je suis pas dans l'énergétique pour l'instant. Ma femme l'est, mais pas moi. Et, Mm. euh, et c'est vrai que moi, je m'aperçois que déjà, quand tu joues dans le corporel, dans le mouvement, déjà, tu as des choses qui agissent, qui se dévoilent, parce que des fois, et moi j'adore, c'est voir les visages avant Mm. et voir les visages après. Mm. Et des fois, tu as des gens qui prennent 10 ans de jeunesse. C'est Mm. hallucinant. Mm. Parce que justement, on s'est figé par rapport à une histoire, par rapport à une accumulation, comme tu le disais si bien, et ce qui fait que bah, en enlevant une première couche, parce que c'est souvent
je dirais, le départ, en fait, qui est compliqué. C'est comme toute aventure. Dans toute aventure, même une aventure que tu choisis, bah, le départ, c'est je vais faire le premier pas. Et surtout, quand on doit travailler sur soi, par expérience, c'était vraiment pour moi le plus compliqué. J'ai mis du temps à faire, à aller dire, j'avais la solution, j'avais un contact pour y aller, mais j'ai dû mettre 3 ou 4 mois avant de prendre le rendez-vous. Mm. Parce que je Oui, ça. savais que, parce que je savais que ça, enfin, je savais. J'avais sensation que Mm. ça allait être compliqué, que ça allait être dur, et ça l'a été. Mais quand je Mm. vois le résultat, et c'est vrai que toute aventure a ses difficultés, et quand on enlève une première couche, on s'aperçoit que, ouais, ça a fait mal, mais en gros, ah, mais c'était que ça. Et c'est Mm. ça qui est Mm. impressionnant parce que du coup, après, bah, avec ce que tu as, fait avec le coach ou le thérapeute, bah, tu acquiers un petit outil, une petite réflexion, tu as un éveil de conscience qui est différent. Et donc, du coup, sans t'en apercevoir, bah, tu vas enlever certaines couches jusqu'à un plateau où là, bah, peut-être ça va prendre plus de temps, peut-être que tu auras besoin d'une autre personne pour t'aider à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est impressionnant ce que ça peut Mm. générer corporellement et en visuel. Moi, ça me surprend toujours. Bien sûr. Même moi, quand je vois, Mm. j'ai pris des photos à différentes étapes et, euh, et des fois, je me dis, tiens, c'était moi, je ne me reconnais pas ou il y a eu du changement, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Et ce que tu dis, le but, en fait, c'est de se reconnecter au réel. Et tout ce qui sépare l'envie, la prise de décision, on va dire, au passage à l'action, ben, c'est effectivement tous ces fantasmes, toutes ces peurs ben, qui sont encore actives. Euh, et si je peux donner une clé aux personnes qui en seraient peut-être là, c'est-à-dire que elles se disent, j'ai des peurs, je sais qu'il faudrait que je les traverse, mais à la fois ça me fait peur de les dépasser, parce qu'il y a aussi la peur d'avoir peur, puis la peur de plus avoir peur. Enfin bref, on peut la Oui, conjuguer à mille et une sauces. C'est que il faut comprendre le mécanisme de la peur. En fait, chaque chose dans ce monde, incarné, manifesté, marche par polarité. Et la peur, en fait, elle est toujours associée au désir. Ça marche toujours ensemble. Si j'ai peur du regard des autres, c'est que j'ai le désir que les gens me regardent. Ok. Euh, et ça peut être vraiment aidant pour les personnes euh, qui ont une peur et qui focalisent sur la peur d'aller regarder quel est le désir derrière. Parce que du coup, se rebrancher au désir, c'est déjà rallumer un moteur qui permet le passage à l'action, qui est peut-être la première étape de se faire aider. Et dans le cas, pour continuer avec ton exemple, c'est super d'avoir le désir d'être regardé, d'être en contact avec les autres. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, d'être reconnu et d'être en lien avec les autres. Alors après, derrière la peur du regard des autres, en fait, il peut y avoir plein de désirs différents selon les individus, euh, plein de, je sais pas comment dire, de chemins différents. Moi, je ouais. sais que ce que je recommande aussi pour les personnes qui sont plus en auto-coaching, on va dire, c'est l'usage des oracles ou des cartes. Moi, j'ai créé donc un tarot de 22 qualités humaines qui est basé sur l'analyse, enfin sur ma connaissance à la base du tarot de Marseille. Et c'est une manière d'aller explorer quel est le désir derrière. Euh, Parce que comment dire, en découvrant la carte ou la qualité, ça me permet hop, de me connecter en fait avec quelque chose de positif. Par exemple, là, hop, je clique sur la carte de la conception. Bon, après, il y a un livret, il y a plein d'explications si la personne a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Mais rien qu'avec la carte, en fait, c'est de suite, ah, euh, oui, effectivement, qu'est-ce que j'ai envie de concevoir, en fait? Je suis peut-être bloquée, j'ai envie de concevoir un truc, j'ai envie d'imaginer ma vie. Et effectivement, bah, cette peur, elle me bloque. Et l'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est une des clés, c'est switcher et ne pas se brancher sur la peur, mais se brancher sur le désir. Et ça, rien que ça équilibre Hmm. à l'intérieur la disproportion, on va dire, que la peur prend par rapport au désir. Ah, j'aime bien ton approche aussi. Moi, je joue en fait avec les émotions.
dans le sens où quelqu'un qui a peur, donc il a cette émotion de peur qui l'envahit avec donc comment dire, des ressentis corporels, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être la transpiration, ça peut être le bégaiement, ça peut être tout un tas de facteurs que le corps agit. C'est de jouer sur, ok, quelle émotion tu as envie de vivre à la place? Qu'est-ce que Hmm. tu as envie de ressentir? Et en travaillant dans cette image-là, ça permet aussi, d'une autre façon, d'aller finalement au même résultat, de dire, de travailler au fur et à mesure, d'amplifier cette émotion-là, et qui vient en... Moi, je n'utilise pas l'envie, mais le besoin, mais c'est souvent des fois aussi assez proche. C'est quel est ton besoin à travers Hmm. ça? Quel est Hmm. ta peur, effectivement, ton besoin, c'est quoi? C'est d'être reconnu, donc c'est l'envie d'être reconnu. Et cette émotion-là, bah, tu veux te sentir plus léger, ok, c'est quoi ton besoin à travers ça? Et Hmm. en fait, Ouais. en allant là-dedans, et moi, pareil, je tire aussi avec l'enfant intérieur pour raccrocher aussi des fois, quand ça peut paraître des fois compliqué pour la personne, et ben, il y a des personnes qui arrivent très bien se souvenir de comment ils étaient enfants et dire, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a une façon d'être ou des souvenirs où tu étais enfant et que tu vivais cette émotion-là que tu voudrais vivre. Hmm. Et des fois, Oui. hop, ça fait le match, et la personne, ah bah oui, je comprends. Hmm. Et Oui, c'est ça, après, quand on se revoit après, c'est, ah bah oui, j'ai pu me raccrocher à cet événement. C'est vrai que ça fait revenir le petit Patrice, la petite Magali, là, c'était sympa, Hmm. et je trouve ça fabuleux tout ce qu'on peut faire avec différents outils. Et merci pour ton partage sur les oracles. Moi, j'en utilise aussi. Hmm. C'est toujours assez sympa. Ouais, mais c'est chouette, oui, c'est ça, c'est effectivement une manière de brancher la personne au désir, dont je disais qu'il est l'autre face de la peur. Donc ça permet, on pourrait dire dans la vie, je sais pas comment dire, s'il y a trop de peur, du coup on voit que la face peur. Donc Oui, de brancher sur le désir, ça permet un petit peu déjà de mettre du mouvement. Et après, pour moi, le besoin, il est encore derrière. Et c'est souvent un peu plus compliqué à décoder. En tout cas, la personne en a moins conscience. C'est beaucoup plus facile, déjà, prendre conscience de la peur, ensuite prendre conscience du désir qu'il y a derrière pour équilibrer, et après, derrière, comme tu l'as dit, c'est fondamental, avoir conscience du besoin. C'est ce que je disais par rapport à la peur du regard des autres, ben, il y a le désir d'être regardé, tout à fait. et derrière, on pourrait imaginer le besoin de reconnaissance, qui est évidemment encore plus profond et qui nous permet de nous connecter avec waouh, oui, effectivement, le besoin, c'est quelque chose qui va nous remplir, nous permettre notamment de remplir l'estime de nous-mêmes et d'avancer en tant qu'être D'accord. humain, quoi. Et Voilà. par rapport à, merci pour ça, et par rapport aux cartes que tu utilises, comment tu les fais jouer dans ta façon d'intervenir avec tes clients? Alors, il y a plein de manières de faire. En fait, les cartes, elles vont avec un livre Mhm. dans lequel la première, comment dire, la première fonction, c'est d'analyser sa numérologie. D'accord. Donc là, dans cet ouvrage-là, je suis branchée uniquement sur le chemin de vie. Donc on va analyser quatre nombres, le jour, le mois, l'année, et le chemin de vie qui est la somme du jour, du mois et de l'année. Donc je donne des informations sur les différents jours. Par exemple, tu m'as dit que tu étais né le 22. euh, et donc le 22, le jour, c'est comment tu te connectes justement à tes intuitions et à ton monde intérieur. Et le D'accord. 22, moi, je l'ai appelé la singularité. Ok. Donc ça veut dire que toi, justement, tu as besoin vraiment de le faire à ta manière. C'est important que, je sais pas comment dire, de pas être défini par les autres, qui te donnent un chemin sur Tout à comment fait. toi, tu te connectes à ta Ouais, sensibilité. Tu as ouais. besoin de le faire vraiment comme tu veux et de te réinventer. Le 22, il est sans cesse en train de se réinventer, en fait, son monde intérieur, sa manière de vibrer et de ressentir. Donc, c'est un nombre qui nous invite vraiment à une grande liberté intérieure. Et donc, l'idée, c'est de à la fois lire dans le livre, mais aussi d'observer la carte. Parce que la lecture, ça excite le cerveau gauche, alors que le visuel, le cerveau droit. Et pour avancer dans la vie, on a besoin des deux, Tout à cerveau gauche fait. et cerveau droit, encore une polarité, Oui. euh, parce qu'ils ont tous les deux une fonction différente et on a besoin de ces deux fonctions pour vraiment
voilà, pleinement intégrer, faire de nouveaux choix dans notre vie. C'est pour ça, au départ, que j'ai créé ce tarot. C'était pour soutenir mon travail en numérologie. Et ensuite, Super, bien évidemment, il peut s'utiliser comme un tarot, c'est-à-dire que c'est d'accord. un tarot qui est, voilà, qui vibre et qui va permettre d'être utilisé comme un support intuitif ou de connaissance de soi. Hem, il y a plein de manières de le tirer, mais ce que je peux te donner comme le, voilà, le plus courant dans ce que je préconise, c'est de tirer aujourd'hui, quelle est la qualité dont j'ai besoin? Si par exemple, on sait qu'on va, imaginons justement prendre une parole en public, prendre la parole en public, où on a un petit stress, on dit: «Bon, sur quelle qualité à l'intérieur de moi je peux me brancher?» Hop, l'intrépidité. OK, allez, c'est OK. parti, je me branche à cette, voilà. Ça peut être aussi, quelle qualité je vais vraiment chercher à développer? C'est-à-dire que là, c'est pas, je vais, comment dire, mettre en place des systèmes pour la développer. Hop! Allez, cette fois-ci, c'est la transmutation. Donc finalement, c'est à chaque fois de quelle qualité j'ai besoin. Ou quelle qualité aujourd'hui je vais reconnaître en moi? Ça, j'aime beaucoup aussi parce que la plupart des gens se disent: «J'ai plein de défauts», mais on leur dit: «Cite-moi 10 défauts», ils en sortent même 15, mais par contre, donne-moi 10 qualités, il y en a aucune qui sort. Ouais, Et ça, compliqué. c'est un des grands fondements de la numérologie que je pratique, c'est qu'en fait, les défauts n'existent pas. Les défauts sont juste des qualités en manque ou exagérées. Et donc, pour chacune des cartes dans mon livre, je vais, prendre la qualité à l'équilibre, donc par exemple l'ouverture, donc l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Et bien évidemment en manque, ça va être, la fermeture, hein, c'est-à-dire justement je suis pas ouverte, je suis restée sur mon petit monde à moi. Mais trop d'ouverture, c'est aussi de l'éparpillement, de la dispersion, ça peut justement rendre Ouais, esclave du regard des autres. toujours trouver l'équilibre, en fait. C'est ça. Et d'avoir conscience des polarités, excessives, ça nous permet de dire: «OK, en fait, ce que je cherche, c'est le centre, c'est vraiment la qualité». Et ça nous permet de nous prendre conscience qu'en fait, on a déjà tout en nous. Il faut juste, voilà, trouver le bon équilibre, le bon curseur. Bon, puis voilà, pour ça, après, il y a plein de chemins pour nous y amener. Non, mais merci pour ce partage. Ça me donne un peu un aperçu de ce que tu pratiques. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire, là, pour clôturer ce podcast? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des gens qui sont un peu noyés dans des peurs aujourd'hui, quelles qu'elles soient? Quel serait le message que tu auras envie de leur transmettre pour les inciter à passer à la prochaine étape qui leur permettrait de commencer à sortir de ce cercle de leur peur et d'aller explorer autre chose de différent qui les amène à réduire leur peur. Mmh, oui. Alors ça, déjà, bravo si vous en êtes là. Parce que, voilà, vraiment, la 1re étape, c'est de s'engager, et d'avoir foi que les peurs, elles peuvent être traversées. Ça, c'est déjà la croyance de base, pardon, fondamentale, qui va vous permettre d'avancer. Et ça, regarder des témoignages de personnes qui ont dépassé leurs peurs, par exemple, ça peut, ouh, voilà, nous aider à dire: «OK, moi je sais que, des grandes peurs que j'ai eues dans ma vie, je me suis toujours dit: "Des milliards d'êtres humains l'ont fait avant moi, il y a aucune raison que je n'y arrive pas"». Parce que personne n'est inférieur à un autre. Je veux dire, on est tous égales en termes de potentiel humain. Après, bien évidemment, là où on n'est pas égaux, c'est qu'on a vécu des blessures, des traumas différents et qui nous handicapent, voilà, plus ou moins à certains niveaux. Et ça, évidemment, il faut en prendre soin et il faut Tout à vraiment fait. développer, de l'auto-empathie et aussi être accompagné. Je parle pas forcément de thérapeute, hein, c'est aussi des amis, des conjoints, des personnes dans notre entourage qui vont vraiment, ouh, voilà, nous soutenir dans ce travail d'auto-empathie. Et ensuite, je pense qu'il y a, cette grande idée de faire diminuer la peur parasite. Donc déjà, on l'a déjà dit, hein, se rendre compte si c'est parasite ou non, mais dans 90 des cas, même si c'est pas 99, effectivement, c'est parasite. Tout à fait, oui. Donc la clé, c'est: je ne l'écoute pas, cette peur. Dire: «Je ne la fais pas grandir à l'intérieur de moi». Donc comment je ne la fais pas grandir? Eh bien, il faut que je la traverse. C'est là où il y a vraiment besoin de ce qu'on appelle gérer l'émotion, et ça, il y a plein de techniques, on va dire que les plus connues et qui marchent bien, c'est la respiration.
tout à fait. Prendre contact, dire waouh, là, j'ai peur de faire ça. Ok, j'ai peur de faire ça, mais juste, je reste connectée à ça dans l'idée de la lâcher et je respire. Moi, ce que j'aime bien faire en plus, c'est chanter. Et, Oui, euh, et bien sûr, pas forcément chanter du Aznavour ou du Brel ou je sais pas quoi, c'est chanter librement. Ah oui, je sais pas, tout ce qui va venir en fait, qui va permettre de faire vraiment sortir, puisque l'idée de la peur, c'est de se défiger. Donc, il faut remettre du mouvement. Et pour les personnes qui sont plus corporelles, ben, ça peut être aussi de la danse, voilà, se remettre en mouvement, surtout ne pas rester figé. ouais, passer par le corps, quoi. Voilà, passer par le corps. Et dans le corps, ce qui est très important, en fait, les personnes qui vont être pétries de peur, c'est en général des personnes qui ont un mauvais ancrage. Un mauvais ancrage, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup dans justement l'émotion, les pensées, et beaucoup moins dans leur corps et dans l'instant présent. Donc, travailler l'ancrage avec des postures, le haka, par exemple, Ah oui, euh, là, ou voilà, pas s'adosser contre un arbre et vraiment ressentir comme lui qu'on a de profondes racines qui vont dans le sol, ce qui est le cas. Euh, Ça, voilà, il y a plein d'autres techniques d'ancrage. Ça aide énormément à pas se laisser avoir par la peur, en fait. Elle va arriver, mais on va réussir à négocier avec elle. Et puis, ben, comme je t'ai dit, se brancher Oula. Se brancher au désir qu'il y a derrière la peur pour rester vraiment connecté à ce qui est, en fait, avec notre désir, notre pulsion de vie, ce qu'on a vraiment envie d'incarner dans ce monde. Et oser se dire comment dire, qu'on mérite le meilleur, en fait. Je crois que c'est vraiment ça la exactement. croyance de base, c'est qu'on mérite le meilleur et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas le chemin qui nous y amène. Mm. Ben, merci pour cette belle réponse, assez complète. Et c'est vrai que pour en rajouter, moi j'adore tous les exercices de respiration parce que c'est vraiment un outil très simple que tu peux faire n'importe où en quelques secondes, quelques minutes pour réduire ton stress, réduire ta peur et dire allez, 1, 2, 3, j'y vais. Je Mm. fais l'action que je m'étais promis de faire et je passe à l'action. Mm. Bah écoute, Magali, on arrive au terme de ce podcast. Merci pour ce beau partage. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, ta façon de voir la peur, la façon dont toi tu la travailles à la faire réduire. Donc merci pour ça. Moi je suis heureux de t'avoir rencontré, d'avoir fait ce podcast avec toi. Et alors, justement, dites-nous en commentaire, donc je parle principalement si vous êtes sur YouTube, bah, passez nous dire quelles sont vos peurs, quels sont les outils, les techniques que vous avez utilisées pour sortir de votre peur. Partagez-nous ce que vous avez envie de partager et Magali et moi nous ferons un plaisir de venir vous apporter des réponses, du soutien et plus encore si besoin. Voilà, Avec sur grand ce, plaisir. voilà. Mm. Sur ce, on vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut. Merci beaucoup, Patrice. À bientôt. À bientôt, Magali. Au revoir. Au revoir.